Alors, nous allons reprendre la deuxième partie de cette matinée, donc, qui porte sur la sensibilisation des personnels de l'éducation nationale. Et on va essayer de faire un bilan de la mesure numéro 16 de la stratégie nationale 2020-2022, Agir pour les aidants. Donc dans la première partie, on va vous présenter l'expérimentation qui a été faite, sa mise en œuvre et ses résultats. Et puis ensuite, on aura une table ronde avec des intervenants pour parler de tout ça et puis discuter des perspectives. Donc je vais commencer et puis ensuite mes collègues prendront la suite. Alors pour repositionner un peu le cadre du déploiement de ces sensibilisations, donc, comme vous l'avez compris, ça fait partie de la stratégie nationale Agir pour les aidants. Et à l'intérieur de cette stratégie, il y a une priorité, la numéro 6, épauler les jeunes aidants. Donc, c'est vraiment la première fois que les jeunes aidants, en 2019, étaient identifiés comme une priorité. Donc, ça, c'était quand même très important pour nous. Et à l'intérieur de cette priorité, il y avait 2 mesures spécifiques. Une pour les aidants étudiants, dont on ne va pas parler là maintenant. Nous, on va parler de la mesure qui concernait la sensibilisation des personnels de l'éducation nationale. Et la Direction générale de la cohésion sociale, qui s'occupait de la mise en œuvre des mesures, a mandaté l'Association nationale Jeunes Aidants Ensemble pour mettre en œuvre cette expérimentation avec notre collaboration, avec la collaboration de notre université et de notre équipe. Alors, pourquoi sensibiliser les professionnels de l'éducation nationale ? Plusieurs points. D'abord, les jeunes aidants, ils rencontrent des difficultés qui sont particulières dans la scolarité. On a pu en discuter tout à l'heure. Et il y a l'idée de pouvoir répondre aux besoins spécifiques de tous les élèves et aux besoins spécifiques des jeunes aidants. Un autre point, c'est l'idée de réduire la stigmatisation, de désamorcer les phénomènes d'harcèlement, dont on a pu aussi discuter, et donc d'être dans une éthique vraiment positive de l'ensemble de l'école. Il y a l'idée de favoriser l'accès au soutien pour les jeunes aidants, d'augmenter leur identification, favoriser leur auto-identification. Donc là, vous avez compris, on n'y est pas encore, mais ça sera à réfléchir pour l'avenir. D'accroître la culture du partage d'informations, donc je reviendrai là-dessus, et de favoriser la mise en place de solutions d'accompagnement. Alors, cette action de sensibilisation, on l'a construite donc ensemble, l'association avec les chercheurs, et on l'a intitulée « Mieux connaître et accompagner les jeunes aidants ». Voilà, c'est clair, c'est simple comme titre. Et les objectifs spécifiques de cette action, c'était vraiment de permettre au personnel, finalement, de connaître les jeunes aidants et leurs spécificités. Le deuxième, c'était vraiment d'être capable de les repérer, ces jeunes aidants, et puis d'être en mesure d'orienter les jeunes aidants vers des solutions d'accompagnement qui se développent sur leur territoire. Et donc, il faut se dire qu'on était en 2019, les choses étaient moins avancées, donc il y avait moins de dispositifs sur les territoires. Et donc, dans nos choix de mise en œuvre, vous verrez que ce n'étaient pas des choix faits au hasard. Alors, comment on a pensé ces actions ? On a pensé des actions spécifiques pour les enseignants et d'autres pour les autres professionnels. Donc, je vais d'abord parler des autres professionnels et ensuite des enseignants. Donc, pour les autres professionnels, on l'a pensé sous forme de réunions de 2 heures environ, qui seraient organisées par profession. Alors, c'était des actions spécifiques pour les professionnels qui interviennent au collège et au lycée. Et donc des réunions pour les infirmières d'un côté, les assistantes des services sociaux, les CPE, les psychologues de l'éducation nationale, et on a intégré aussi les médecins, ils sont peu nombreux, mais ils étaient invités aussi. Et en fait, on s'est dit que par corps de métier, il y a quand même des missions spécifiques et que ça nous paraissait important vraiment d'organiser les choses par corps de métier. Après, on va voir, il y a un département où on nous a demandé de pouvoir rassembler tous les professionnels, quel que soit leur corps de métier. En fait, on voit qu'il y a des avantages et des inconvénients à chacune de ces méthodes. Et les intervenants, donc à chaque fois, c'était une psychologue qui animait ces réunions. Et au total, on avait une équipe de 5 psychologues et il y en a une qui viendra partager cette expérience tout à l'heure.
Donc ça, c'était pour les professionnels, on va dire, on a choisi ces professionnels qui sont plus, on va dire, habitués à rentrer dans des discussions peut-être plus autour de la vie familiale, des choses aussi plus de l'intime que les autres professionnels enseignants vont être moins habitués à faire aussi parce que eux, ils sont là pour enseigner, pour les aspects pédagogiques. Et donc, pour eux, on a pensé à quelque chose de plus simple, aussi parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, donc les sensibiliser, ça serait plus compliqué par des réunions. Mais on s'est dit, dans un premier niveau, pour eux, on proposait une courte vidéo de sensibilisation. C'était vraiment 5 minutes de vidéo pour leur expliquer qu'est-ce que c'est un jeune aidant, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce qu'on peut faire à l'école. Et l'idée, c'était qu'on puisse diffuser cette vidéo lors des réunions de pré-rentrée. Alors, la partie pour les autres professionnels, on a pu la mettre en œuvre et on va vous la présenter aujourd'hui. La vidéo de sensibilisation, ça fait presque 2 ans qu'elle est construite et nous attendons toujours pour pouvoir la diffuser auprès des enseignants parce que voilà, il y a certaines difficultés avec le ministère de l'Éducation nationale pour se saisir en fait de cette question et de savoir comment est-ce qu'on peut diffuser cette vidéo, mais elle est là. Et elle attend de pouvoir être diffusée. On vous la présentera pendant une pause pour ceux qui veulent la voir tout à l'heure. Alors, et en parallèle de tout ça, on a proposé une hotline, c'est-à-dire une ligne téléphonique pour tous les professionnels, que ce soit les enseignants ou pas, qui, dans l'après-coup de la sensibilisation, souhaiteraient avoir des précisions ou ont des situations qu'ils rencontrent avec des difficultés et qui voudraient pouvoir avoir un accompagnement plus spécifique. Et l'idée, c'était que cette hotline soit assurée par les psychologues intervenantes lors des actions de sensibilisation. Alors, pour les professionnels, donc qu'est-ce qu'on a fait lors de ces réunions ? On a choisi 2 régions avec 2 départements à l'intérieur. En Île-de-France et particulièrement en Essonne, et implanté l'association nationale Jeunes Aidants Ensemble. Donc, il y avait vraiment des dispositifs là sur le territoire pour accompagner les jeunes qui auraient pu être identifiés par les professionnels dans les actions de sensibilisation. Et puis, l'Occitanie, à l'époque, c'était le 2e territoire qui s'était mobilisé, notamment avec l'association Jeunes Aidants Occitanie. Donc là aussi, la possibilité d'avoir un relais sur le territoire. Et on a une collègue qui pourra vous parler de ce qui est fait tout à l'heure en Ariège plus particulièrement. Alors, au total, en 1 an, donc de mai 2021 à mai 2022, on a réalisé 49 réunions, 48 en distanciel, parce qu'au départ, ces réunions étaient prévues en présentiel, mais ensuite, il y a eu la crise sanitaire, donc on a adapté notre format. Mais il y a une réunion qui s'est faite en présentiel, et c'était notamment en Ariège, parce que, les aspects techniques de la visio fonctionnent moins bien, semble-t-il, là-bas. Et donc, il y avait le souhait de l'équipe que le psychologue se déplace. Donc, voilà. Et au total, 330 professionnels ont été sensibilisés. Alors, comment s'organisaient ces réunions ? Qu'est-ce qui était abordé ? Donc, il y avait une première partie qui visait vraiment à travailler sur les représentations des professionnels et l'illustration d'une situation de jeune aidant. Ensuite, une deuxième partie qui permettait vraiment de définir, de donner une définition et les caractéristiques des jeunes aidants sur les bases de la littérature internationale et des premiers travaux qu'on avait pu mener pour vraiment pouvoir mieux s'imaginer l'ampleur de cette situation. Une troisième partie focalisée sur l'école. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes aidants à l'école, puisque c'est ce qui nous intéresse particulièrement pour ces professionnels. Et une dernière partie qui était plus globale sur l'accompagnement des jeunes aidants, ce qui était disponible au niveau du territoire aussi pour les orienter vers, en fonction des besoins qui pourraient aller au-delà de l'école. Et pour ça, on a utilisé différents supports. Donc, je vous ai dit, au final, les réunions, elles se sont faites par visioconférence. Donc, on avait un diaporama en support. On a utilisé des vidéos aussi et des vidéos qui ont été réalisées par des jeunes aidants dans le cadre de leur participation aux ateliers Cinéma Répit. Pour ceux qui connaissent, les jeunes créent des petites vidéos et il y en a certaines qui sont très très parlantes et qui illustrent tellement bien la situation que finalement 2 minutes de vidéo, c'était très parlant pour les professionnels de se dire « Ah bah oui, tiens, c'est ça » et voilà comment un jeune voit cette situation. Et après, on a utilisé une deuxième vidéo aussi qui est une vidéo collective où il y avait une chanson que plusieurs jeunes chantaient ensemble et aussi très représentative. Et en fait, voilà, ces supports étaient vraiment très bien accueillis par les professionnels.
Et ensuite, enfin, on a utilisé un outil en ligne pour favoriser les interactions. Donc, nous, à l'université, on nous encourage à utiliser ce type d'outil, surtout depuis qu'on doit développer les enseignements en distanciel. Ça s'appelle WooClap, mais il doit y en avoir d'autres. Et en fait, c'est juste parce que 2 heures derrière son ordinateur, il faut que ce soit quand même interactif pour que les personnes aient envie, restent attentives, etc. Donc, il y avait plusieurs temps vraiment avec cet outil pour favoriser les échanges. Et enfin, un document de travail à destination des participants. Alors, les messages clés, qu'est-ce qu'on souhaitait finalement qu'à la fin de cette sensibilisation, les personnes retiennent ? Eh bien, d'abord, une liste des indicateurs de repérage pour plus facilement identifier les jeunes. Souligner aussi l'importance du partage d'informations avec les collègues au sein de l'établissement pour pouvoir partager ce que chacun peut savoir pour mieux accompagner le jeune. Un troisième point, c'était de pouvoir faire émerger l'idée que ce serait peut-être bien d'avoir une personne dans l'équipe qui pourra explorer la situation ou suivre la situation de manière plus approfondie, voire peut-être faire émerger l'idée d'avoir un référent jeune aidant au sein de l'école. Autre élément important, c'était la question de l'évaluation de la situation. Se dire que pour mieux identifier les jeunes et les accompagner, il faut pouvoir rencontrer l'élève, évaluer ses difficultés et ses besoins, ce que certains professionnels sont déjà habitués à faire, mais pas spécifiquement par rapport à la jeune aidance, et finalement d'adapter ça à ce contexte, et puis d'aller vers un contact vers la famille, si possible, pour la rencontrer et évaluer la situation plus globalement. L'idée aussi de mobiliser des ressources qui existent déjà au sein des établissements ou de l'éducation nationale, parce qu'il existe des choses pertinentes qui peuvent être tout à fait adaptées pour les jeunes aidants. Et enfin, de mobiliser des ressources extérieures, donc les contacts avec des établissements de santé ou des professionnels qui vont prendre en charge la personne aidée, donc de pouvoir être un relais pour mieux accompagner la famille. Ensuite, les contacts vers l'association nationale JAD et puis les associations locales ou régionales qui existent en fonction du territoire dans lequel exercer les professionnels. Alors, ces actions, elles ont été évaluées et donc Géraldine Dorard va maintenant vous présenter cette évaluation, juste pour vous dire comment ça s'est passé. Donc, les personnes ont complété un questionnaire avant la réunion, après la réunion. Et alors, on leur a tous proposé de compléter le questionnaire, mais c'était pas toujours facile, les choses techniques, l'accès à Internet, l'accès au questionnaire, les droits et tout ça. Donc, tout le monde n'a pas pu compléter le questionnaire, mais on va vous présenter pour ceux qui ont pu le faire. Et puis, 3 à 11 mois plus tard, on a proposé de participer à un entretien téléphonique. Cet entretien, il avait vraiment pour objectif de voir finalement, avec le temps, comment les personnes s'étaient saisies de cette réunion, qu'est-ce qu'elles avaient pu en faire, qu'est-ce qu'elles avaient pu mettre en œuvre et quels étaient leurs nouveaux besoins éventuellement. Et donc, je vais passer la parole maintenant à Géraldine qui va vous présenter la suite. C'est ça. Alors, je reprends la main pour effectivement les aspects recherche en lien avec l'évaluation de ces actions de sensibilisation qui étaient nécessaires, pouvoir évaluer la portée de ces actions et déterminer les réajustements éventuels et l'intérêt de poursuivre. Alors, 220 participants ont entièrement complété les questionnaires pré- et post-sensibilisation. On a choisi de se centrer sur cet échantillon dans le cadre de cette présentation. La majorité était des femmes. La majorité. Un gars. Oui, on revient. Ça a été souligné par notre conseiller adjoint ce matin. Nous sommes effectivement dans un biais de genre important dans notre milieu, semble-t-il, avec au moins 10 années d'ancienneté. Ces professionnels étaient majoritairement des infirmiers et des assistants de services sociaux. Je vais me permettre de féminiser la suite de mon propos avec mes excuses pour les hommes concernés. Et puis, quelques autres professionnels qui ne rentraient pas parfaitement dans ces deux catégories.
Ces professionnels sur lesquels apportent les résultats, ils travaillaient donc pas mal en collège, mais aussi en école élémentaire, en lycée. Et puis, on en avait quand même une proportion importante qui exerçait sur plusieurs niveaux, hein, donc à la fois en collège, en lycée, en élémentaire, en collège. Donc avec une mixité de contacts, je veux dire en termes d'étendue d'âge de rencontres. Alors, qu'est-ce qu'on a appris avant la sensibilisation ? Ils étaient plus de 60% à avoir déjà entendu le terme jeune aidant, et ce majoritairement dans un contexte professionnel. Alors ça, c'est une donnée à prendre avec précaution, hein, puisqu'on leur demande de compléter une fois qu'on les a invités à venir assister à une action de sensibilisation. Mais pour autant, il y en avait quand même une majorité qui estimait avoir déjà identifié des jeunes aidants dans le cadre de leur exercice. Et puis, on leur a demandé d'estimer combien de jeunes aidants ils pensaient avoir rencontrés. Donc, on en avait un peu plus de 20% qui disaient aucun. Et puis, près de 60%, moins de 5. Et puis, quelques 20% qui, eux, semblaient vraiment plus familiers dans le cadre de leur exercice de cet accompagnement. Comme pour les études pour les professionnels, on souhaitait savoir à quel âge on peut être jeune aidant. On obtient une moyenne de 10,2 ans, ce qui montre finalement, là, sur les professionnels qu'on a sensibilisés, une meilleure performance, hein, finalement, avec un âge moyen qui est le plus faible qu'on n'a jamais obtenu, mais qui prend encore partiellement en compte la question de la jeune aidance chez les enfants. Et puis leur représentation concernant qui était la personne aidée était plutôt juste. On leur a demandé de hiérarchiser, et donc ils nous ont dit principalement ces jeunes aidants, ils vont aider un parent, un membre de leur fratrie ou un grand-parent. Donc là, ça permettait de poser des bases. Ces professionnelles, elles étaient globalement motivées à participer aux actions de sensibilisation, avec notamment des attentes très fortes exprimées quant à l'orientation et à l'accompagnement des jeunes aidants. Mais pour autant, on avait quand même, dans une proportion légèrement moindre, des attentes relatives à la connaissance de ce public et puis à des stratégies à disposer d'indicateurs permettant de les identifier, ces jeunes aidants. Dans l'ensemble, elles étaient favorables à la participation, même quand celle-ci était imposée par la hiérarchie. Alors, de manière intéressante, sur ce premier volet de questionnaire avant la sensibilisation, on a mis en évidence des différences, ça rejoint un peu la question de notre collègue tout à l'heure, entre les infirmières et les assistantes sociales. Alors, on avait une meilleure connaissance du terme jeune aidant chez les assistantes sociales, comparativement aux infirmières. On avait des assistantes sociales qui rapportaient davantage avoir rencontré des jeunes aidants dans le cadre de leur exercice professionnel. Et puis, on avait les infirmières qui, en revanche, avaient plus d'attentes concernant le repérage comparativement aux assistantes sociales. Donc, par rapport aux questions, on a bien une hétérogénéité de bagages, de connaissances au départ et qui est très probablement liée à l'exercice professionnel avec les assistantes sociales qui se retrouvent finalement sollicitées. Elles ne sont pas nombreuses dans l'éducation nationale, je crois encore moins nombreuses que les infirmières qui sont déjà pas nombreuses, et donc elles se retrouvent sollicitées sur les situations les plus extrêmes, quelque part, et donc avec l'accompagnement de ces jeunes. Alors après la réunion, on leur a demandé si vous deviez expliquer à quelqu'un qui n'a pas assisté à cette réunion ce qu'est un jeune aidant, qu'est-ce que vous lui diriez ? Donc là, une petite mesure de rétention d'information, comment cette information elle est hiérarchisée. Alors, ils ont été en mesure, ces professionnels, elles ont été en mesure de nous donner des éléments de définition de base. Il y en a un certain nombre qui ont été précisés leur définition, qui vont vraiment intégrer la question du type d'aide, des conséquences négatives, et puis de la régularité de l'aide. Donc une aide qui va vraiment se répéter au quotidien et qui peut être associée à davantage de conséquences négatives. Et puis on était assez contente finalement de voir dans ces définitions émerger des éléments liés aux enjeux de repérage et d'accompagnement de ces jeunes aidants. Et donc là, on se dit, quand on a des éléments comme ça, que globalement, on a fait mouche parce que on a bien une meilleure connaissance des professionnels après la réunion. Et donc, avec ces majorités de ces professionnels qui sont vraiment dans une définition plutôt juste et complète de ce qu'est un jeune aidant. Donc ça nous intéresse en termes de transfert de connaissances, parce que maintenant qu'elles ont la connaissance, elles vont pouvoir aller la répandre autour d'elles. On leur a demandé également à ces professionnels de nous indiquer, finalement, par rapport à ce que vous avez répondu avant la sensibilisation, combien de jeunes aidants vous avez rencontrés ? Et sans surprise, quelque part, une fois qu'on a donné les éléments, elles étaient quand même assez nombreuses, ces professionnels, près de la moitié à nous dire j'en ai rencontré plus que ce que je pensais, maintenant que j'ai tous les éléments de définition et les indicateurs de repérage.
Et puis, finalement... quelques professionnels qui avaient eu un biais d'estimation et puis certaines qui finalement ne semblaient pas concernées, peu nombreuses, mais pas concernées par la situation dans le cadre de leur exercice. Enfin, on leur a demandé à quel point elles se sentaient en mesure, avec les informations qu'on leur a données, d'identifier et d'accompagner les jeunes aidants. Et donc, on avait quand même un sentiment d'efficacité, de compétence qui était plutôt élevé. Donc, pour nous, c'était un indicateur qui était aussi satisfaisant. Donc une bonne satisfaction globale des professionnels avec des points positifs qui étaient tournés vraiment sur les explications très pédagogiques des intervenantes, des psychologues intervenantes, un matériel pédagogique dont elles ont pu se saisir. Et puis notamment, elles ont beaucoup apprécié le fait qu'on leur donne des informations sur les ressources disponibles et sur les moyens d'action, donc comment on met en œuvre finalement ces connaissances sur le terrain. Des points négatifs qui étaient vraiment liés aux conditions matérielles, notamment la visio. Là, on était en pleine pandémie Covid avec encore des petits ajustements et puis des vrais problèmes techniques qu'on pourrait souligner. Enfin, visiblement, l'éducation nationale est quand même très sous-dotée. Voilà, encore pire que l'université, semble-t-il. Donc, ce qui n'a pas aidé aussi, des professionnels qui n'avaient pas de caméra, en termes d'ambiance de groupe, de partage d'expérience, on était un peu limité par le format. Voilà. Et dans les besoins exprimés, ces professionnels, elles nous disent maintenant je sais ce que c'est globalement. J'ai besoin de nouer des partenariats, d'avoir des réseaux de professionnels pour m'aider dans cet accompagnement, cette orientation des jeunes aidants. Donc là, on sent toute la question du travail territorial. Plus particulièrement dans certains départements où il y avait moins de ressources potentiellement disponibles. Et donc ça fait rentrer un peu dans une espèce de phase 2 par rapport à notre projet. Et puis, donc, ce qu'on aime bien faire dans le cadre de nos évaluations, c'est toujours faire une évaluation un peu plus à distance pour voir si, finalement, il y a un effet de maintien et puis surtout si les pratiques, elles ont pu évoluer en lien avec cette action de sensibilisation. Donc, il y a des entretiens qui ont été conduits avec 12 participantes. Donc là, clairement que des femmes. 6 assistantes sociales, 5 infirmières, une CPE. Qui exerçait de manière, plutôt avec un public adolescent, en collège, en lycée, et on n'avait pas d'intervenants en élémentaire. Et alors, donc, dans le cadre de ces entretiens, je vais passer assez vite parce que là, on est pris un peu par le temps, mais j'aimerais quand même vous transmettre certains éléments. Alors, clairement, il y a eu une rétention des connaissances qui s'est produite. Et elles nous ont dit, ces professionnels, en fait, c'était vraiment intéressant d'avoir une définition plus précise de ce qu'est un jeune aidant par rapport à la représentation générale qui était juste, mais qui était moins spécifique. Elles ont dit que ces connaissances, ça leur avait vraiment, cette sensibilisation, ça les avait vraiment poussées dans la nécessité de repérer les jeunes aidants avec une approche finalement qui n'était pas nécessairement totalement proactive, mais avec une vigilance particulière autour des situations. Donc là, on trouve aussi que c'est plutôt intéressant. Elles ont dit, on est en mesure avec ces connaissances d'avoir une identification des signaux d'alerte et donc globalement, elles se sentaient mieux équipées pour gérer ces situations. Un point qui est pour nous vraiment intéressant, c'est le changement dans la pratique professionnelle. C'est-à-dire, elles nous ont dit, ça nous a permis de mettre des mots sur des situations. Et ça, nous, en tant que psychologues, c'est vraiment intéressant d'avoir ce retour. Ça m'a aidé de pouvoir les appeler des jeunes aidants, de pouvoir identifier cette catégorie à laquelle ils appartiennent, on l'espère, transitoirement. Elles ont évolué dans leur posture, avec une plus grande vigilance, plus de bienveillance. Voilà, ça m'a permis d'être plus attentive, ça a changé mon regard. Donc, une évolution, une écoute plus soutenue des situations des jeunes. Voilà, avant, j'avais tendance à me restreindre dans mes questions. J'osais pas rentrer dans l'intimité de ce que vivait le jeune. Et finalement, on a permis aussi de décomplexer un peu le fait qu'on peut approcher un jeune en lui posant une question sur ce qu'il vit dans sa famille. Il parle pas. Mais si nous, on s'autorise pas en tant que professionnel à poser cette question, potentiellement, le jeune, il viendra jamais nous dire ce qui ne fonctionne pas, ce qui est compliqué pour lui. Et donc, de l'évolution dans les pratiques, même si ça fait pas longtemps qu'il est là, on passait à côté de ce rôle d'aidant en parlant d'un lycéen. On n'était pas du tout dans l'analyse globale de ce jeune. Donc, des évolutions, une assistante sociale qui nous dit, après la formation, j'ai un peu mis de côté les informations préoccupantes.
Et donc là, c'est aussi pouvoir changer la posture. Et donc là, pour nous, c'est clairement des indicateurs qui sont très positifs. Sur ce point que je vais résumer, c'est le fait que les professionnels, elles ont finalement elles-mêmes sensibilisé d'autres professionnels en parlant de cette question de la jeune aidance auprès de leurs collègues qui n'avaient pas bénéficié de la sensibilisation. Et donc là, on est vraiment dans une chaîne, un cercle vertueux avec un essaimage de ces connaissances. Et puis donc des évolutions dans l'accompagnement qui ont pu être pensées au sein des établissements, au sein des équipes. Une prise en charge plus individualisée avec des allègements d'emploi du temps, par exemple. Ce qu'on a mis en place, c'est un système d'alarme. Donc finalement, pas une nécessité forcément d'intervention sur toutes les situations, mais se dire, on est dans une vigilance. Si on sent qu'à un moment, ça glisse, on est prêt, on sait de quoi il en retourne et on est prêt pour intervenir. Et donc là, on est sur des indicateurs qui, encore une fois, pour nous, sont très positifs. Des demandes et des besoins, finalement, elles nous disent, on aimerait renforcer le partage d'expérience entre professionnels, bénéficier de ce qui a fonctionné pour certaines, ce qui n'a pas fonctionné pour d'autres, donc être davantage, finalement, dans un partage de pratiques. La question du réseau, je l'ai déjà soulevée, le fait d'approfondir et de généraliser les actions. Et puis, ces professionnels, elles nous ont dit, en fait, ce serait quand même bien d'élargir les actions à d'autres professionnels, parce que moi, en tant qu'infirmière, en tant que CPE, en tant qu'assistante sociale, et on avait qu'une CPE elle dit, mais moi, je peux pas, tout peut pas reposer sur moi. Il faut que les acteurs de première ligne, ils soient aussi en mesure d'identifier ces jeunes, à minima, pour pouvoir me les orienter ensuite sur mon travail de second niveau. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous encourage à aller plus loin. Et puis, faut pas se mentir, il y a quand même les professionnels, elles ont évoqué des obstacles par rapport à la mise en œuvre de ce qui avait pu leur être transmis pendant l'action, notamment la limite de moyens, le manque de disponibilité de temps pour accompagner efficacement ces jeunes. Un verbatim issu d'un entretien, il y a tellement d'autres priorités qui ont tendance à grignoter un petit peu le temps qu'on y accorderait, l'énergie qu'on y accorderait. C'est vrai qu'on demande toujours plus aux professionnels, mais comme le disait ce matin le défenseur des droits des enfants, faut pas c'est aussi sortir ces jeunes de l'invisibilité. Donc faisons chacun une petite part. Et puis donc toujours pour certaines cette difficulté à mettre en place l'identification, probablement en lien avec le fait que les acteurs de première ligne ne relaient pas et qu'elles n'ont pas un temps de présence dans l'établissement et auprès des élèves qui est le même que ces fameux acteurs de première ligne. Ces professionnelles, elles ont été amenées pour une participante à contacter l'association nationale JAD pour orienter un élève. Et puis, elles ont cherché finalement des informations complémentaires. Donc, elles ont été pour 4. Elles se sont vraiment saisies de cette question. Et puis, sur les 11 participantes, on dit qu'elles étaient intéressées par de nouvelles informations. Donc là, on a ouvert les portes à quelque chose qui pourrait se mettre en place en continuité. Je suis désolée, je vous ai donné beaucoup d'informations, j'ai parlé très vite, mais on aimerait vraiment laisser la place aux professionnels pour échanger sur cette expérience des sensibilisations. Amaranta va conclure. Pardon. Je vais essayer de parler un peu moins vite. Je vais essayer de parler un peu moins vite, mais d'être courte quand même, parce que je pense que la table ronde, c'est absolument essentiel. Juste pour rappeler qu'effectivement, depuis ce matin, on est très critique de l'éducation nationale. Alors, je présente mes excuses, nos excuses collectives à toutes les personnes présentes qui y travaillent. Il y en a beaucoup, elles m'ont fait signe que c'était pas toujours facile d'entendre. Bien évidemment, ce qui est remis en question, c'est non pas les personnes qui travaillent dans l'éducation nationale, c'est la façon dont ça fonctionne et l'espèce d'imperméabilité à laquelle on fait face depuis le départ. La Direction générale de la cohésion sociale ne me contredira pas, parce que eux aussi essayent d'embarquer la DGESCO depuis 2 ans et n'y arrivent pas. Voilà, ça c'est un premier point qui me semble important. Je rappelle aussi que la façon dont ça s'est organisé, on nous a mis en relation avec les 4 conseillères techniques chargées du service en faveur des élèves, donc assistantes sociales, à qui il a fallu d'abord commencer à faire la sensibilisation. C'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose dans un entonnoir de très descendant. Donc là, on a fait le bilan de l'expérimentation auprès des professionnels ciblés, mais il a fallu quand même sensibiliser tout un écosystème autour de ces professionnels pour que ça puisse redescendre comme ça.
Oui, crise sanitaire, je ne reviens pas dessus, mais vous savez qu'on a été particulièrement impacté par le manque d'infirmières scolaires qui étaient détachées sur des missions de vaccination, sur des missions d'autotest, etc. Il y avait quand même peu de personnel mobilisable, donc c'est une grande frustration de ne pas avoir pu pousser auprès de plus de professionnels. Néanmoins, il y a certaines personnes qui ont énormément incarné le projet, qui se le sont appropriés. Il y en a quelques-unes qui sont dans la salle et que je remercie beaucoup, et qui du coup se sont mis en mode combat pour essayer d'organiser elles-mêmes ces réunions en créant des plateformes pour que les professionnels puissent s'y inscrire, pour que d'un côté très pratico-pratique, on puisse avoir un maximum de personnes, un maximum de sensibilisation. Et dans un cas, c'est le cas du Val-de-Marne, je pense là, on a pu réunir, c'était le choix du DASDEN, les professions non pas par corps de métier, mais ensemble, mélangés. Et là aussi, les retours des psychologues sont extrêmement intéressants parce que ces échanges de pratiques, c'est aussi des échanges de points de vue, de prismes. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête aussi pour l'avenir, pour la suite. Aurélie l'a dit tout à l'heure, cette action de sensibilisation, elle a été construite sur la base de la littérature sur les jeunes aidants pour intégrer les compétences qui étaient déjà acquises par les professionnels. Et ça, c'est aussi quelque chose de très précieux, c'est-à-dire que pour les psychologues, les 5 psychologues qui ont fait ces sessions de sensibilisation, c'est aussi s'adapter en fait au public qu'elles sensibilisent, parce que certaines avaient des connaissances plutôt précises, d'autres n'avaient jamais entendu parler du terme jeune aidant. Donc cette adaptabilité-là, moi aujourd'hui, je voudrais remercier ces 5 psychologues intervenantes parce qu'elles ont fait un boulot absolument extraordinaire. Ce qu'on note aussi, donc les psy-EN qui étaient particulièrement intéressés par le sujet, mobilisés, motivés. Je vois que c'est la même chose pour les psychologues qui interviennent lors des ateliers labellisés Jade, puisqu'elles sont plusieurs ici aussi, et qu'elles expriment en fait les mêmes besoins que les professionnels là. C'est-à-dire un besoin de pouvoir rééchanger ensemble, pouvoir continuer à évoluer dans leur pratique, pouvoir continuer à être informés de l'évolution des recherches et des pratiques et des politiques publiques en France. Très rapidement, on a vu une note de satisfaction élevée, très bien. L'idée de pouvoir privilégier le présentiel, ben ça, on va dire qu'on est un peu tributaire du contexte sanitaire, mais aussi du peu d'équipement au niveau de l'éducation nationale. Je crois qu'il faut pousser plus loin et que l'idée aujourd'hui de ce bilan, c'est d'arriver à convaincre aussi les pouvoirs publics qu'il faut développer, il faut continuer ces actions de sensibilisation. Il y a la nécessité de sensibiliser tous les professionnels. On l'a vu ce matin entre les professionnels de l'éducation nationale et les professionnels de santé. Mais il y a aussi, et ça c'est une demande qui a été faite au cours de ces sensibilisations, c'est pas que de sensibiliser ceux qui sont en amont, qui peuvent envoyer vers les professionnels de l'EN les jeunes aidants, c'est aussi ceux qui sont à l'autre bout de l'échelle et qui finalement, là, vont être les travailleurs sociaux dans les départements, par exemple. Donc, c'est ce qu'on a pu mettre en place en Essonne, ce qui était extrêmement intéressant, une demande d'aller sensibiliser tous les acteurs auxquels les assistantes sociales réfèrent des élèves à différents moments dans leur parcours scolaire. Ça peut être la MDPH, ça peut être les PMI. Bref, en tout cas, il y a tout un système autour. Et aujourd'hui, on a créé également un module de sensibilisation pour les travailleurs sociaux des départements, qui est un peu différent de celui de l'éducation nationale, mais en tout cas, qui a le mérite d'exister et qui a été évalué et qui a apporté aussi un niveau de satisfaction très élevé et une demande d'information complémentaire. Peut-être sur la question de la sensibilisation à la formation, un des constats qu'on a fait, c'est que cette demande, pour pouvoir y répondre, eh bien, je crois qu'il nous faut aller plus loin encore. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à passer la slide. Et à effectivement publier un guide. Je crois que c'est essentiel aujourd'hui qu'il y ait une trace écrite de tous les éléments, les clés, tous les éléments clés, la grille de repérage, etc., qui ont été présentés, de manière à ce que chacun puisse se l'approprier au-delà de la sensibilisation. Et ça, c'est le grand projet pour le début 2023. On lance la table ronde. On vous parlera peut-être d'un autre projet en fin de journée si on a un peu le temps, mais on aimerait créer un groupe de travail sur l'éducation nationale. On en a parlé un petit peu, nous, à notre copine Jade l'autre jour. Si ça intéresse des personnes, n'hésitez pas à me le dire. Je crois qu'on a tous collectivement, ensemble, on va y arriver. C'est pas possible autrement. Voilà. J'appelle la table ronde. Voilà. Les membres de la table ronde. Je vais être la modératrice de cette table ronde. Donc, je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Marina Rouget-Père. Je suis CPE détachée à la MJEN.
Et d'abord, avant de commencer, de laisser la parole aux personnels qui ont participé donc, aux ateliers, je voudrais quand même manifester mon admiration. Je suis impressionnée de tout le travail qui a été fait depuis la première fois où j'ai rencontré Jade et le programme de recherche JED. C'était en septembre 2020, j'ai intégré la MJN. Et j'allais m'engager dans un projet d'innovation sociale qui, justement, consistait à essayer, à notre manière, d'ouvrir notre réseau, d'ouvrir les portes de l'éducation nationale pour qu'ils puissent passer les enquêtes et expérimenter l'atelier de sensibilisation. Donc, je suis vraiment heureuse de voir que ça a eu lieu et les résultats. Voilà. Donc, moi, je retiens de ces ateliers rapidement qu'il y a un réel besoin. Comme moi, donc, j'ai eu un besoin, quand je m'en suis rendu compte en prenant connaissance donc, de cette association. En tant que CPE, je n'avais pas été sensibilisée, pas formée à la question des jeunes aidants. Et ça a été vraiment un manque dans ma pratique professionnelle. C'est pour ça que je me suis particulièrement engagée sur la question. Donc, il y a un véritable besoin, effectivement, on l'a vu, pour les personnels d'éducation nationale d'être sensibilisés, formés pour pouvoir accompagner au mieux et puis orienter vers des structures extérieures. On a vu que les besoins ne sont pas les mêmes selon les professionnels. Et on a vu aussi bien qu'il y avait aussi donc, un réel intérêt à suivre ces modules de sensibilisation puisque donc... à l'issue de ces modules, il y a un sentiment d'efficacité, c'est ce que j'ai retenu, un sentiment d'efficacité dans la prise en charge des jeunes aidants et une volonté donc de pouvoir partager ça avec ses pairs au niveau de l'éducation nationale. Donc il y a une plus-value en termes de connaissances et de compétences qu'on va vérifier ici. Donc je vais laisser donc la parole donc tout d'abord à Marie Jolin, donc qui est donc psychologue et qui a donc animer ces ateliers de sensibilisation. Donc, Marie, est-ce que vous pouvez nous dire déjà pourquoi vous vous êtes intéressée à cette question des jeunes aidants, un petit peu votre parcours qui fait que vous êtes venue à animer donc, ces ateliers? Bonjour à tous. Alors, je pense au départ, comme beaucoup d'entre vous, ma première motivation, c'était de venir voir le travail de mes collègues lors du premier colloque de 2019. La question des aidants, je la connais parce que ça fait déjà une quinzaine d'années que je travaille à domicile et donc du coup, j'ai rencontré plus d'un aidant. Et en fait, j'ai été saisie en 2019 par une conscience qui était davantage d'abord une conscience, vous avez dit citoyenne, et j'ai exactement ce terme-là, hein, vous avez évoqué ça ce matin. C'est-à-dire d'un seul coup de me dire, mais j'avais l'impression de vivre un mouvement social. Et puis après, je me suis demandé, mais ça implique quoi dans ma pratique ? J'ai vu beaucoup de chiffres. Et c'est comme ça que je me suis rapprochée, en effet, après de Jade, c'est-à-dire d'un seul coup, d'une prise de conscience des situations. Il y a la question des jeunes aidants, mais je crois, et par rapport au dispositif des formations, l'idée, à un moment donné, c'est de pouvoir, en effet, mettre le curseur, bien sûr, sur le jeune, mais aussi sur la problématique plus globale. Mais peut-être qu'on en parlera après. Voilà, donc une connaissance des aidants, mais d'un seul coup, une envie et une volonté de sensibiliser plus spécifiquement la question des jeunes. Je vais rester avec vous, Marie. Là, comment ça s'est passé, donc, cette animation des ateliers? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je vais passer sur les aspects techniques qui ont été dites et redites. Pourquoi parler des aspects techniques? C'est aussi parce que, en fait, nous, en tant que psychologues, et certainement c'était une volonté de mes collègues, qui est 5 psychologues qui animent ces formations, donc je parlerai bien sûr en mon nom, c'est aussi que c'est une thématique qui peut susciter de l'émotionnel. Ce qui est assez important, et c'est pour ça que je témoigne en mon nom en disant que c'était une prise de conscience citoyenne, mais c'est aussi des choses assez marquantes. Une participante qui se met à pleurer en comprenant ce que c'est que la position d'un jeune aidant et en s'apercevant en fait que ces jeunes font exactement tout ce qu'elle fait elle-même pour sa mère. Et elle a été débordée à ce moment-là. Alors, voilà, c'est et pour rejoindre votre question, qui serait...
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou est-ce que vous avez envie de partager avec nous un élément Oui, ben ça, c'en est un. Hein, oui, c'est ça. C'est cet élément-là qui est, je crois, marquant et à tel point que vous voyez que j'en perds après le fil de mes idées. Mais c'est-à-dire, en effet, cette partie émotionnelle. Un autre point qui, je crois, a été aussi très marquant pour moi, c'est d'accompagner en fait des professionnels. Comme on l'a dit, l'intérêt aussi, c'était d'amener une réflexion, une analyse de pratique. C'était d'amener des professionnels qui se sentaient très impuissants, parce qu'une fois qu'on sait ce que c'est qu'un jeune aidant, on fait quoi ? Et certainement que si on ne le voit pas, c'est une de mes interrogations, c'est certainement parce qu'on y met un certain nombre de mécanismes défensifs aussi, qui est que quand on voit la réalité de la situation, on peut se sentir très démuni. Et du coup, c'était vraiment de les engager, je crois, sur un positionnement qui est au-delà de l'impuissance, d'un seul coup, de se sentir plutôt être dans une impossibilité. Et quand on est dans l'impossible, là, on peut agir. Voilà. Et d'où les besoins qui arrivent derrière sur être davantage, trouver des réseaux, trouver de l'information. Quand on est face plutôt à un impossible, on peut passer le relais. Et du coup réfléchir à plusieurs sur ces situations. Et c'est vraiment ça, en fait, un des points marquants aussi de la sensibilisation, c'est-à-dire que malgré la visio, malgré le fait qu'on était à distance, en fait, il y avait à un moment donné une envie de réfléchir à plusieurs sur des situations évoquées et de décloisonner, en fait, les métiers. Parce qu'à un moment donné, peut-être que moi, je peux pas faire, mais quelqu'un d'autre peut faire. Puis un autre aspect majeur, c'est que face aussi à ce sentiment comme ça d'impossibilité, de savoir en effet, parce que ça a été mesuré par l'équipe, que une chose très importante est déjà la reconnaissance que peuvent avoir ces jeunes. Et du coup, les professionnels là jouent un rôle important, c'est-à-dire que rien que de reconnaître leur existence, reconnaître à ce moment-là leur statut, c'est déjà beaucoup les soutenir. Et en effet, cette question de pouvoir écouter, c'est quelque chose qui est déjà important. Et donc, voilà, c'était aussi d'apporter des éléments de réponse. Merci Marie. Alors, je vais laisser la parole donc, à Sylvie Bertrand, donc, qui est assistante sociale, donc je vous laisse vous présenter, et puis nous dire comment vous avez vécu ces ateliers. Alors, donc, je suis assistante sociale en Haute-Garonne, donc... Nous ne sommes pas très loin de l'Ariège, puisque ce sont les Pyrénées, mais Internet passe. Donc, nous avons bien entendu. Alors, passe chez nous, perso, pas avec le matériel pro, mais ça passe. Voilà. Donc, nous, on organise les visios, chacune chez nous, et tout fonctionne assez bien, finalement. Voilà. Donc moi, j'ai vécu cette sensibilisation peut-être avec un œil un petit peu particulier, puisqu'il y a seulement 1 an que j'interviens au niveau de l'éducation nationale. Donc ça faisait peu de temps quand on a eu la sensibilisation, je crois que c'était en décembre dernier. Mais en fait, moi, j'ai un parcours en tant qu'assistante sociale hospitalière, et particulièrement en gériatrie. Donc, on est très éloigné des jeunes aidants dans un sens, mais à la fois très proches, même si les aidants que j'avais pu rencontrer au cours de mon activité professionnelle étaient plus des conjoints ou des aidants adultes. Mais la question de l'aidance ne m'était pas totalement inconnue. Voilà, d'où mon intérêt pour cette sensibilisation. Et ensuite, après, j'avais été recontactée, comme ça a été décrit... et voilà, on avait discuté d'une situation où la sensibilisation m'avait amené à repérer un jeune aidant. Donc le fait que vous ayez... Pardon, je me laisse le micro là. Le fait que vous ayez eu la sensibilisation et ensuite que vous avez été rappelé, la méthodologie au niveau de l'organisation des ateliers, ça vous a... dites-nous ce que vous avez... Oui, c'était porteur parce qu'en fait... ce système de rappel, entre guillemets, a permis de regarder ensemble sur l'exemple d'une situation. Alors, est-ce que vous voulez nous en parler de cet exemple ? Alors, en fait, c'était un jeune qui avait 16 ans, donc qui était aidant vis-à-vis de sa maman, qui n'avait pas du tout conscience d'être en situation d'aidant, et la maman n'avait pas du tout conscience d'être en situation d'aider. Et en fait, moi, j'ai été interpellée par le lycée du fait d'absences nombreuses, récurrentes, absences perlées, mais importantes.
Donc, on a rencontré dans un premier temps cette maman avec l'adolescent et on a associé d'autres professionnels puisqu'il y avait la CPE qui était là, mais il y avait aussi la coordinatrice de la MLDS, donc sur la lutte contre le décrochage scolaire. Et puis, il y avait aussi une éducatrice, puisque depuis peu, en fait, cet adolescent et sa petite sœur étaient accompagnés au domicile par une éducatrice de l'ASE. Voilà, donc on a fait cette rencontre et avant même cette rencontre, notamment avec l'éducatrice et la CPE, la sensibilisation m'a permis de poser un peu les questions et de dire mais voilà, j'ai appris aussi que cette maman, il y avait une pathologie, est-ce que on sait ce que ça entraîne, la pathologie, bon, voilà, secret médical. Mais en tout cas, quelles sont les conséquences au quotidien, quelles sont les conséquences pour cette famille, pour cet enfant en particulier. Donc, quand on a reçu cette famille, voilà, on était tous sensibilisés un peu à détecter, à savoir ce qui se passait, et comment il fonctionnait, qu'est-ce que ça engendrait, cette pathologie. Donc ça veut dire en fait que vous avez su parler aux autres professionnels, la CPE, enfin les personnes avec qui vous êtes intervenus, l'éducateur, du jeune aidant, vous avez su leur décrire la situation pour trouver des solutions adaptées à l'issue du module de sensibilisation. Donc, oui, tout à fait. Oui, ça a été très porteur. Et on a trouvé des solutions alors, qui étaient très variées, on va dire. Alors, d'abord, ça a été tout simplement parler de la téléassistance pour cette maman. Ça a été un peu difficile quand même, il faut le reconnaître, parce que psychologiquement, pour cette dame, c'était compliqué. Qu'est-ce que ça voulait dire d'avoir ce bip là autour du cou ou au poignet en termes de maladie, en termes de dépendance, etc. Par contre, cette téléassistance, c'était un moyen pour libérer ce jeune de cette responsabilité qu'il avait envers sa maman et de se permettre de pouvoir aller à l'école parce qu'autour de cette téléassistance, déjà, il y a un système technique et puis ça nous a permis de réfléchir à qui pouvait être relais autour aussi. Voilà, donc ça, c'est un outil qui, à travers l'outil, engendre d'autres choses. Hein. Ce n'est pas simplement cet outil-là, mais bon... Ça a eu cette vertu-là. Et puis ensuite, au niveau de l'établissement, on a aussi réfléchi comment on faisait par rapport à ces absences. Est-ce qu'on était dans la sanction sur toutes les absences ? Bon, avec une maman, vous l'avez compris, s'il y a un accompagnement éducatif à côté, c'est qu'il y a une posture parentale qui est quand même un peu défaillante. Donc, dans l'établissement, on a réfléchi à ça. On a pris des engagements aussi de ne pas sanctionner. Et puis d'accompagner ce jeune, donc notamment avec la MLDS, sur des rattrapages de cours, puisqu'on savait que en fait, cette maman, elle fait des crises qui l'amènent à perdre conscience. Donc on savait que si elle était trop mal le matin, il ne partirait pas à l'école. Voilà. Donc comment rattraper les cours, comment l'accompagner. Voilà. En fait, il y a eu une sorte de contractualisation tripartite, enfin quadrapartite, j'ai envie de dire, l'école d'un côté, le lycée d'un côté, avec ses aménagements, la maman qui s'engageait aussi à l'accompagner, à le stimuler, à le rassurer pour qu'il puisse se rendre à l'école, l'éducatrice de son côté qui faisait l'accompagnement aussi dans ce sens-là, et le jeune, un contrat aussi avec le jeune, de pouvoir effectivement venir à l'école en sachant que la maman avait notamment le système de téléalarme. Oui, donc on voit bien que ce module, avec tous les effets que ça a eu, ça a permis une prise en charge collective dans l'établissement avec un accompagnement interne plus une prise en charge externe, donc un accompagnement, une prise en charge collective. Oui. Et une réflexion. Est-ce qu'il y a eu une réflexion dans l'établissement à l'issue donc, de ce cas, parce que là c'était un cas individuel, est-ce qu'il y a eu une réflexion plus collective qui a été menée à la rentrée, par exemple? Non, on n'en est pas. Non, on n'en est pas encore là. Bon, c'est peut-être le moment. Mais je pense que ça sera un outil pour un prochain. Donc, je vais m'adresser donc maintenant à la proviseure du lycée Jacques Prévert de Boulogne, donc Anne-Laure Martorell, excusez-moi. Donc, vous avez participé à l'étude Adocare, il me semble. Je vais vous passer mon micro, sinon. Donc, je vais vous laisser vous présenter et nous dire en quoi cette étude a
eu un impact dans votre établissement au niveau de la politique éducative et pédagogique? Alors, bonjour. Je tremble un peu là, parce que proviseur, avec tout ce que j'ai entendu ce matin. Rassurez-vous, on vous laissera ressortir. Merci. J'ai plein de questions pour toi. Alors, moi, j'ai participé. Alors, je vais dire j'ai parce que je me suis saisie de la proposition de participation à l'étude à Docker. C'était dans un temps qui était avant le confinement. Il faut savoir que dans les établissements d'une certaine taille, on reçoit beaucoup de sollicitations de doctorants, d'universités. Donc, on ne peut pas dire oui à chaque fois. On peut rarement dire oui. Il faut vraiment qu'on choisisse le sujet. Et donc, moi, je suis arrivée au lycée Jacques Prévert en 2018. Il y a eu beaucoup de sollicitations. Et là, il y a ce mail qui est arrivé sur les jeunes aidants. Et je me suis... Déjà, le laboratoire était sur Boulogne. Donc, il y a une question aussi de proximité importante, de favoriser finalement cette relation de partenariat. Parce que faire des études en ligne pour une université qui est à l'autre bout de la France, c'est un petit peu... Il faut que ça apporte aussi quelque chose à l'établissement. Parce qu'une fois que je me saisis d'une proposition que je trouve intéressante, il faut la partager avec la communauté éducative et faire en sorte qu'eux aussi trouvent ça intéressant. Sinon, ça ne sert à rien. Donc là, j'ai reçu ce mail. La notion de jeune aidant m'a interpellée. Je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des jeunes aidants déjà. Et donc, j'en ai parlé en réunion de direction. Même retour des collègues, il y a les CPE en disant ah bah oui, c'est vrai, ah bah tiens, maintenant, rien que de dire le mot, ça a suscité un échange. Et là, on s'est dit, OK, on y va. Nous, on était convaincus, il fallait ensuite convaincre les salles de profs. Parce que ils sont... Alors là, sur ce lycée, maintenant, je ne suis plus sur ce lycée, depuis la rentrée, je suis sur un lycée plus gros encore. Mais ce sont des lycées... d'Île-de-France, centre-ville, avec des prépas, avec beaucoup d'agrégés, niveau universitaire, plus. Et donc, très, très axé sur le disciplinaire. Très axé sur, non pas l'éducatif, mais le disciplinaire. L'éducatif, c'est pour les assistantes sociales, c'est pour les CPE, c'est pour les infirmières. J'ai beaucoup aimé ce matin ce qu'a dit le défenseur des droits. Il a parlé, je l'ai noté, de faire, comment il a dit, c'est ne pas en faire un objet de prise en charge. Et c'est vrai qu'un élève qui a des problèmes est un élève qu'il faut prendre en charge. Ça, tout le monde est d'accord, mais c'est à l'extérieur de la classe. Donc, le fait de changer de paradigme et de dire prise en compte, ça veut dire qu'il faut que toute la communauté nous suive. Sinon, on en reste dans le bureau des assistantes sociales avec un proviseur qui passe ou pas. Donc là, on s'est lancé, réunion de pré-rentrée pour lancer le sujet. Et puis, on a dit, on y va. Tous les élèves pré-bac, puisque c'est les pré-bac qui étaient intéressants, on ne sélectionne pas des classes, on y va pour tous. Toutes les secondes, ils sont passés. Première, terminale aussi, je crois, tout le monde. Voilà. C'est comme ça. J'ai dit, si on y va, on y va. Les parents étaient tout à fait d'accord. On n'a pas vraiment eu beaucoup de parents qui se sont opposés. Parce qu'avant, on en parle en conseil d'administration. Il faut vraiment baliser le terrain. On en passe en parlant en conseil pédagogique, en conseil d'administration, au DAZEN, à tout le monde, parce qu'on ne sait jamais. S'il y a quelque chose qui fuite dans la presse ou quoi que ce soit, il faut avoir pris les devants. Oui. Du coup, si le chef d'établissement est convaincu, ça facilite les choses. Puisque vous avez été convaincu et vous avez mis en place l'étude et peut-être un module de sensibilisation, on va voir si ça vous paraît opportun. Donc, les pairs dire, si on passait par eux pour le début, c'est-à-dire sensibiliser, alors je ne sais pas, dans des réunions de bassin ou je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas, si on passait par cette étape-là, est-ce que vous pensez que ça serait une bonne solution pour diffuser ? En tout cas, c'est plus jouable que la DGESCO, hein. C'est-à-dire que nous, on est sur le terrain, il y a ce qu'on appelle l'autonomie de l'établissement, il y a quand même des choses qu'on peut mener
parce que ça nous semble... L'autonomie, c'est pas on fait ce qu'on veut, c'est on fait ce qui est nécessaire et on est au plus près des besoins de nos élèves avec les caractéristiques de l'élève dans ce territoire. Donc, on peut se prendre en charge ça. Effectivement, il y a des réunions de bassin où une intervention auprès des chefs d'établissement, peut-être que tout le monde n'adhérerait pas, mais en tout cas, déjà, tout le monde aurait même 1 heure. Moi, il n'y a pas eu... Après, il y a les sensibilisations, on peut aller plus loin. Mais ne serait-ce qu'1 heure, ne serait-ce que le terme jeune aidant, ne serait-ce que donner quelques chiffres. Alors nous, il y a eu l'étude. Derrière, au niveau statistique, on a eu des chiffres qui ont étonné les enseignants. Donc, étonner les enseignants, ça veut dire qu'ils se posent question. Des chiffres qui n'étaient pas forcément en lien avec l'étude. Quand on a dit aux enseignants, vous savez que vous avez 34% des élèves qui parlent une autre langue que le français dans votre classe. Ah bon? Voilà. Et ça, c'est l'étude qui nous l'a permis aussi. Vous savez que, alors nous, on avait un chiffre qui a aussi, plus de 25% de vos élèves sont confrontés à une maladie d'un proche au sein du domicile. Ça, c'était l'étude au lycée Jacques Prévert. Donc là, au bout de cette intervention au niveau de la pré-rentrée pour présenter l'étude, et après, il y a eu également sur les résultats, en tout cas, il y avait le Covid, mais la pré-rentrée suivante, puisque à la première pré-rentrée, quand il y a l'intervention, on a dit rendez-vous, on aura les chiffres, puisque c'était le deal un petit peu. OK, vous venez, on vous ouvre toutes les portes, mais il faut que moi aussi, je veux pouvoir l'utiliser pour faire avancer les enseignants. Et donc, pré-rentrée suivante, on a eu les résultats qui ont mis plus de temps parce qu'il y a le Covid, tout ça. Et là, dans la salle, j'ai donné des chiffres. Au début, vous savez, en pré-rentrée, il y a d'autres choses. Au début, je voyais bien, on va la laisser parler, sympathique. Et puis là, j'ai vu des papiers qui sont sortis, des crayons, vous pouvez répéter les chiffres, on peut avoir le diaporama. Voilà. Les professeurs principaux, ce sont comment dire, eux sont les premiers à nous signaler des situations particulières. Et ça, il faut que tout le monde adhère, il faut que tout le monde soit sensibilisé, il faut que tout le monde puisse entendre ces signaux pour qu'on puisse en prendre... Alors, j'allais dire prendre en charge, vous voyez, prendre en compte l'élève pour éviter d'être obligé de le prendre en charge parce qu'on a perdu du temps. Du coup, je rebondis. Est-ce que vous pensez possible que les modules de sensibilisation se fassent dans les établissements auprès de toute la communauté éducative? Est-ce que c'est réalisable, ça? Par exemple, dans votre établissement? Alors, mon établissement, il y a plus de 180 enseignants, il y a 1900 élèves, donc je ne sais pas... Il faut y aller progressivement. À faire des modules de sensibilisation, oui, mais il faut qu'il y suscite l'intérêt. Les enseignants, alors en plus, maintenant que c'est la fin du Covid, il y a des convocations à des formations qui tombent toutes les 3 minutes. Donc, si je leur dis il y a une formation là-dessus, ils vont me dire, écoutez, j'en ai une hier, j'en ai une demain. Je pense qu'il faut s'en saisir. Alors moi, j'ai une petite idée. Là, j'en ai parlé l'autre jour au téléphone. Je viens d'arriver, donc pour le moment, je me calme. Je ne veux pas leur faire peur. Mais je commence déjà à me dire, c'est un établissement qui est reconnu par son côté expérimentation. Il y a beaucoup de projets. C'est le dernier établissement qui est passé de propriété de l'État à la collectivité locale parce qu'il y avait à côté un établissement qui s'appelle le CIEP, où il y avait beaucoup d'expérimentation. Ils ont gardé ça dans l'ADN, donc je suis sûre que je vais les emmener. Un établissement comme celui-là, les emmener, ça veut dire passer par, je vais dire le mot, un établissement de cette taille-là, avec autant d'élèves et d'étudiants, il lui faut on va dire entre guillemets, je veux froisser personne, et un mini-conseil scientifique. Il faut qu'on puisse travailler avec des chercheurs, avec des enseignants porteurs de projets, et que tout ça, il y a un groupe de pilotage qui s'en empare. Et ce groupe de pilotage dira s'il est opportun de faire une sensibilisation ou pas. Ce n'est pas le chef d'établissement. Après avoir mené un travail, après avoir peut-être mené un travail aussi auprès des élèves, groupe de pilotage où il y a des usagers aussi. Il nous faut les parents aussi. Voilà. Donc ça, et là, avec si on a l'assentiment et si on a ce groupe de travail, il y a un terrain là où on peut faire plein de choses et sensibiliser beaucoup de monde. Un établissement comme celui que je dirige actuellement, il y a 4 salles de profs. Donc il faut que dans ce comité de pilotage, il y ait des enseignants qui vont dans les 4 salles de professeurs pour diffuser. Ouais. Très bien. Allez-y, Marie. Allez-y, vous vouliez intervenir, donc faut rebondir. Je dis juste, face au silence de la salle, que ça semble complexe. En effet.
Vous voulez intervenir maintenant ? Oui, allez, on y va. Allons-y. Merci. Vous m'entendez mieux ? Je recommence pas ? Merci. Donc, à l'occasion ça s'est déroulé en 2 temps, deux années de suite. Donc, excusez-moi, une journée dédiée aux élèves, aux adaptations à faire auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers. J'ai proposé à l'équipe de 6-7 personnes qui est enthousiaste pour évoquer ces élèves atypiques et tout autant attachants. Donc j'ai suggéré que l'on parle des jeunes aidants et ça n'a posé aucun problème. Alors c'est vrai que c'est un établissement d'environ 80 professeurs, donc c'est bien sûr autre chose que ce qui vient d'être présenté. Et effectivement, tous mes collègues, la majorité de mes collègues étaient étonnés, certains étaient très émus, et certains également se sont reconnus comme étant d'anciens jeunes aidants. Et ils ont pris conscience que rien que le fait de considérer les élèves pour ce qu'ils sont, c'était déjà une première chose, une première approche. Et j'avais envie de partager ça avec vous. Ça m'a fait beaucoup de bien de faire cela pour les élèves, dont j'avais la charge d'abord, et puis pour les collègues aussi, parce qu'effectivement, on peut de l'extérieur penser que les enseignants sont assez fermés sur leur savoir, leur didactique, leur certitude. C'est vrai. Et en même temps, ce sont des personnels en formation aussi. Ils enseignent, mais ils se forment. Des fois, ils se forment seuls, ils se forment au contact de ce que l'institution propose, et puis en dehors de l'institution. Et ce sont des personnels aussi sensibles. Et je crois que quand ils vont parvenir à bien se saisir de cette problématique-là, quand ils vont être bien sensibilisés, de façon volontaire ou de façon plus... des fois, on va impulser des projets qui vont leur donner envie ou en tout cas, ils vont être un petit peu contraints au moins d'écouter et puis de soutenir leurs autres collègues qui, eux, vont s'emparer de cette thématique. Eh bien, je crois qu'on va parvenir à créer, on va favoriser une espèce de bien-être pour tout le monde, parce que ça va aussi, eux, leur permettre d'enseigner dans de meilleures conditions, parce qu'ils auront adapté également leurs pratiques et changé leur regard. Voilà ce que j'avais envie de dire. Merci pour ce témoignage. Merci. Donc effectivement, passer de la sensibilisation à la formation initiale ou continue, comme pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, je pense que c'est opportun pour les jeunes aidants. Marie, vous vouliez rebondir. Parce que ce qui me frappe, c'est, et peut-être que vous entendez ça, c'est-à-dire qu'on met beaucoup l'accent sur la question de l'identification et de la sensibilisation. Et c'est vrai qu'il me semble que c'est un des points précurseurs. Je rebondirais parce que tout à l'heure, vous avez questionné la question de la honte. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'études, ce que vous nous avez dit exactement sur ces questions de honte et de culpabilité qui peuvent être ressenties par le jeune. Mais en tout cas, il me semble, de mon point de vue, la honte, c'est quand même quelque chose qui est ressenti lorsque le regard de l'autre se pose sur l'intime. Or là, on voit bien qu'en fait, et on le sait bien, puisque Jade fait que de nous le dire, ces jeunes sont invisibles, c'est très tabou, ils sont dans l'intime. Et rien que d'en parler, c'est pour ça qu'on fait que d'axer la sensibilisation et la formation là-dessus, rien que d'en parler, c'est d'un seul coup les faire sortir sur le regard des autres, et donc ça peut diminuer aussi ce sentiment de honte qui finalement fait qu'on est stigmatisé. Je rebondis là-dessus, parce que madame, vous nous avez dit, ils sont atypiques. Je ne sais pas s'ils sont atypiques, mais je ne voudrais pas le mettre en débat, et leur situation est peut-être atypique. Et du coup, on rejoint en effet ce que vous nous avez vraiment évoqué de comment travailler sur les situations. C'est-à-dire que vous m'avez demandé tout à l'heure, je me permets, juste ce qui m'a frappé.
pendant les formations, ce qui m'a frappé, c'est une collègue psychologue qui me dit, mais en fait, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, j'ai un peu de mal parce que j'ai l'impression qu'on va, c'était au début de la formation, on va en fait davantage parentifier ses enfants, pardon. J'ai même du mal à le dire. On va les parentifier, c'est-à-dire que d'un seul coup, les mettre le curseur dessus, ça veut dire qu'on va davantage les soutenir. Hein, en tant que psychologue, ça veut dire que je vais les soutenir moralement, psychiquement, etc. Ben non, en fait. À partir du moment où on accepte en fait qu'ils sont dans cette situation-là, on peut penser la situation autrement pour justement les décharger. Et je crois que c'est ça en effet ce qu'aborde la sensibilisation, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'actions concrètes. Être aidant, c'est pas être malade, hein, mais en revanche, on peut en devenir malade. Et je crois que c'est le message qui est passé aujourd'hui. Voilà, c'était juste un petit aparté. D'autres interventions dans la salle ? Bonjour, je m'appelle Christine Bonnefond, je suis proche aidante et j'ai été pendant 6 ans à ESH dans une école dans mon village, en zone rurale. Je précise au passage que j'ai été forcée de démissionner pour m'occuper de mon mari. Ça, c'est fait. Donc en 2019, j'ai été confrontée à une situation de jeune aidance. Une petite fille dans une classe où j'accompagnais un enfant, une petite fille de 8 ans et demi. Et c'est en pensant à cette situation-là que j'avais 2 questions à vous poser. Je pourrais peut-être expliquer pourquoi, mais je ne veux pas prendre trop de temps. La première question, c'est comment se passe le lien avec le parent, les parents, et notamment, qui plus est, quand le parent est le proche aidé. On en a un petit peu parlé, là, j'ai entendu quand vous êtes intervenue, madame. Mais c'est vrai que depuis ce matin, je trouve les parents extrêmement absents dans tout ce que j'entends. Je pense avoir bien tout écouté. Et puis, la deuxième question que j'avais, c'est le lien aussi avec cette... tout à l'heure, on parlait de l'école comme d'un lieu de vie. Moi, je dirais que c'est une communauté de vie, de plus en plus, qui se prolonge hors les murs, avec tous ces parents qui attendent les enfants. Alors, je reviens sur cet exemple de petite fille. Je travaillais dans l'école de mon village, donc c'était très facile de la voir en dehors de l'école, au supermarché, chez les commerçants. C'est une petite communauté. Et j'ai pu entrer en contact avec la maman, l'aider par ailleurs. Et finalement, en parlant un petit peu à la sortie de l'école avec d'autres parents, on a réussi à soulager cet enfant en organisant un réseau d'aide auprès de la maman. Ça, c'est une première chose. En revanche, et ça, je tiens vraiment à le dire parce que c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, je me suis pris un vent à l'école quand j'ai essayé, je connaissais bien la problématique de l'aidance puisque j'en suis une de proche aidante, quand j'ai essayé de sensibiliser là-dessus, je connaissais déjà Jade à l'époque, mais personne, on m'a dit, mêle-toi de ce qui te regarde. Voilà. J'ai eu un petit peu d'écoute de la part d'une jeune femme qui était en formation au RAZ. Voilà, c'est tout. Merci pour cette intervention. C'est bien l'objet justement des modules que de sensibiliser pour pouvoir permettre au personnel de mieux accompagner. Oui, merci Christine de ton témoignage. Peut-être pour faire le lien entre ce que tu pointes, c'est-à-dire peut-être que dans notre discours, la place des parents, père-mère, même si ce ne sont pas eux qui sont proches aidés, semble un peu absent de notre discours. Il ne l'est pas. Je voudrais juste vous rappeler comment Jade est née. Jade est née parce que mon exercice clinique fait que depuis 30 ans, j'accompagne sur tous les lieux de vie des personnes, quel que soit leur âge, atteintes d'une pathologie grave à risque létal. Et que en 2012-2013, la seule réponse, c'est qu'au titre de la prévention et de la protection de l'enfance, on proposait un placement des enfants. Donc, c'est une question qui est une question au cœur de notre problématique, qui, vous voyez bien, est complètement transverse. C'est ce que vous racontez.
C'est-à-dire que, et je voudrais présenter mes excuses au personnel de l'éducation nationale qui se sont peut-être sentis, mais ce n'était pas du tout à vous que je m'adressais, mais à vos instances grandes supérieures. Voilà. Vous voyez bien qu'on ne peut pas traiter une situation comme Madame Bertrand nous a parlé sans travailler avec le sanitaire. C'est-à-dire qu'il faut aussi que dans notre culture, on décloisonne complètement ce qu'on appelle les champs sanitaires, médico-sociaux et l'éducation nationale. On voit très bien que la problématique du jeune aidant, elle est transministérielle, c'est-à-dire le MESRI, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé et de la Prévention, le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et du Handicap et le ministère du Travail pour tous ces jeunes qui sont, comme Bénédicte nous disait tout à l'heure, Béatrice, dans des parcours professionnalisants. Et on sait bien aussi, et là on a des études, que la survenue d'une maladie grave chez un parent, déjà, ce que les parents en disent, c'est qu'ils se sentent dépris de leur fonction paternelle. Donc, on doit avoir un véritable renfort à la parentalité. Voilà. Donc, évidemment, ces questions sont des questions aussi locales. On a chacun une circonscription de nos missions, de nos savoirs, de nos expertises, et on sait bien que cette question de cette jeunesse en situation d'aidance, il faut qu'elle traverse tous les champs. Et elle ne fait pas partie d'une seule compétence, d'un seul corps de métier ou d'une seule mission, mais c'est dans le travailler ensemble qu'on s'en sortira réellement. Et il faut travailler avec le sanitaire. Je voudrais juste vous rappeler qu'en termes de droits des malades, en termes de code de santé publique ou de l'action sociale et familiale, il nous est dit, à nous, professionnels de santé, que le secret peut être partagé avec des travailleurs sociaux. Voilà. Mais nous restons aussi dans des habitudes de travail. Merci. Je voudrais juste, pour rassurer aussi Madame, bien entendu, les parents sont au centre de notre... Quand on réfléchit, on en a eu depuis des situations de jeunes aidants, et quand on a réfléchi, les parents sont au centre de notre réflexion, puisque il y a là une synergie il faut traiter la totalité. Je ne vais pas m'occuper que du jeune, parce que c'est mon élève, et le reste ne m'intéresse pas. Par contre, la question que je pose en premier, quand on est avec l'infirmière, l'assistante sociale, etc., qui disent faut voir les parents, à chaque fois, je pose la question, est-ce qu'il faut que vous voyez les parents? Et je dis, est-ce que je suis la bonne personne? Je ne pense pas que je sois la bonne personne pour voir ni les parents, ni le jeune. Ils ont voir des parents, un chef d'établissement qui convoque des parents, qui demande à voir des parents, les parents vont se dire, ah là là, ils savent très bien que c'est compliqué. Ils savent très bien que leur enfant, ils ont des SMS, il est absent, il est en retard, je ne suis, alors je ne vais pas dire jamais, mais rarement la bonne personne. Je suis la bonne personne dans certaines situations, mais c'est pas celle-là. Voilà. Donc, je ne reçois pas, mais est-ce que c'est l'assistante sociale? Est-ce que l'infirmière? Est-ce que le professeur principal? Ça, c'est une question qui est importante, parce que savoir qui est la bonne personne, c'est déjà travailler sur... qu'est-ce qui va être dit, qui va porter la parole d'une équipe. Pareil pour le jeune. On a mis en place, je me rappelle d'un jeune pour qui, franchement, il avait dit, ça m'a changé la vie. Alors, ce qu'on a fait, c'était pas... C'est un jeune qui devait emmener à l'école tous les matins sa petite sœur. C'est comme ça, voilà, la maison, c'était compliqué. Donc, lycée Jacques Prévert, au bout d'un moment, à 8h10, on ferme la porte, parce qu'il y en a qui sont systématiquement en retard, même quand ils habitent en face, parce qu'ils réveillent ça. Ce gamin, il se retrouvait souvent à la porte. Donc, en plus d'emmener sa petite sœur, il se retrouvait à la porte, donc il devait arriver à 9h. Donc, après, il y avait l'enseignant qui disait « t'étais en retard ». Voilà. On a juste facilité son accès. On a l'agent à la loge, je lui ai dit, il y en a d'autres qui avaient on va dire des laissez-passer, de dire « voilà, cette personne, quand il arrive en retard, on le laisse passer ». On ne lui pose pas de questions, on le laisse passer. Il passait, les enseignants étaient au courant de dire, voilà, ce jeune, vous ne me le mettez pas à la porte. Vous le laissez passer, voilà, il s'assoit discrètement. Ça n'a pas coûté grand-chose. Ce jeune, ça lui a changé la vie. Il n'était pas plus en retard, parce que alors, les enseignants, parfois, c'est, ouais, mais du coup, s'il a un passe-droit, il va tout le temps être en retard. Non, je ne pense pas. Non. Et il n'a pas été plus en retard, même moins, parce que... Et puis, il était plus serein. Il n'arrivait pas en se disant zut, il était plus serein. Les contrôles, j'ai entendu tout à l'heure que les contrôles continus, on peut faire beaucoup de choses dans les contrôles continus.
Voilà, on a juste aménagé la vie de ce jeune pour qu'il arrive au lycée dans de bonnes dispositions, sans qu'il ait à s'expliquer, sans rien. Voilà. C'est pas moi qui lui ai annoncé, c'est pas moi qui ai travaillé avec la maman, mais c'est moi qui étais dans toutes les équipes et j'ai donné les feux verts à tout le monde. Mais les parents sont pris en compte par des personnels. C'est pas toujours les mêmes. Qui est la bonne personne? Ça, c'est une question qu'il faut vraiment se poser. Qui est la bonne personne pour accompagner des parents qui sont dans la culpabilité, des enfants qui sont dans la honte, bref, tout ça. Dernière intervention, puisqu'il va falloir qu'on aille déjeuner, je crois. On est un petit peu en retard. Juste pour terminer par rapport à ça, c'est vrai que je pense que dans le second degré, on a beaucoup plus la possibilité effectivement de travailler comme vous le décrivez là. C'est plus compliqué dans le premier degré sur les écoles maternelles et sur les écoles primaires. En tout cas, nous, je vois au niveau du premier degré, on intervient très ponctuellement sur des missions vraiment de protection de l'enfance ou d'absentéisme majeur, mais lié à une problématique sociale de protection de l'enfance. Il n'y a pas les interventions possibles. Enfin, les infirmiers, c'est compliqué aussi, ils y vont, mais pas autant que dans le second degré. Voilà, donc en tout cas, c'est vrai que pour le second degré, je vous rejoins tout à fait. La famille, les parents sont totalement intégrés à ce type de réflexion. Merci beaucoup pour ces interventions. Moi, juste pour conclure, je dirais que j'ai bon espoir par rapport à l'éducation nationale. Si vous lisez la circulaire de rentrée de 2022, il est noté que les objectifs sont pour une école de l'égalité et du bien-être. Je vous laisse relire, je ne vais pas le faire là, mais c'est exactement des propos qui devraient être repris pour mettre en avant tout ce que Jade fait. Et la question des jeunes aidants est vraiment au cœur de cette circulaire. Donc... Bien, merci Marina de nous positiver l'implication des instances. Voilà, là on termine en beauté. On a 1 heure moins plus 2 minutes pour déjeuner. D'accord. Alors, de fait, il faut remonter au rez-de-chaussée. D'accord. Et derrière le bar, il y a l'accès au self. Vous avez dans vos badges les petits tickets violets qui vont vous permettre de prendre votre repas. Et donc, si vous avez un problème de ticket, bien entendu, vous retournez à l'accueil, voir notre comité d'organisation. Et je vous souhaite bon appétit. À tout à l'heure.